Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous investissement durable ou socialement responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à un nouveau type d'assurance vie, ou en tout cas une nouvelle assurance vie, une assurance vie lancée par le Secours catholique. Nous échangerons dans quelques instants avec François Soulage, ancien président du Secours catholique et membre du conseil d'administration de Kaori. Kaori, c'est le nom de cette assurance vie. Nous reviendrons avec lui sur les raisons qui ont poussé le Secours catholique à lancer son propre contrat d'assurance vie. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, où nous reviendrons sur cet écosystème du crowdfunding en France. Écosystème du crowdfunding qui a signé une année record en 2021, mais qui a vu en fin d'année 2021 la réglementation européenne entrer en vigueur, une réglementation qui n'est pas toujours très bien accueillie par le secteur en France. Nous ferons le point avec Gaëtan Pierret, journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif, mais aussi avec Caroline Lameau-Dupont, présidente du conseil d'administration chez Anaxago. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous ISR ou investissement durable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une assurance vie un peu particulière, l'assurance vie Kaori, le contrat d'assurance vie lancé par le Secours catholique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine François Soulage. Bonjour François Soulage. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes ancien président du Secours catholique et membre du conseil d'administration de Kaori. La première question qu'on se pose quand on voit le Secours catholique lancer une assurance vie, c'est pourquoi une association se lance dans un contrat d'assurance vie? Alors ça peut effectivement paraître un peu curieux. Il se trouve que personnellement, j'ai été investisseur en fonds propres pendant 40 ans. D'accord. Et donc quand je me suis retrouvé président du Secours catholique, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose dans cet investissement dans les entreprises. Le Secours catholique, c'est une association très généraliste qui a comme vocation à pouvoir venir en aide à toutes les catégories possibles de la population. Bien sûr. Ouais. Et donc pour ça, on a besoin de ressources. Et on a aussi besoin de mobiliser directement ou indirectement des ressources pour aider à ce que puisse avoir des investissements plus responsables. Et donc on s'est dit que dans le monde de la finance, il y avait un outil qui draguait beaucoup d'épargne, c'était l'assurance vie. D'accord. Et donc notre idée, c'est de pouvoir proposer une assurance vie qui donne aux personnes qui souscrivent la garantie d'une orientation plus sociale, plus juste. Nous, on utilise le mot plus fraternel. D'accord. Et donc, créer un produit qui permet aux épargnants de répondre mieux à leur volonté, quand elle existe, d'avoir un investissement au service du bien commun. Et alors, on parle d'investissement toujours, parce qu'effectivement, généralement, quand on parle d'association, ça fonctionne sous forme de dons, où on n'attend pas forcément un retour sur investissement. Là, dans le cadre de cette assurance vie, on parle bien d'investissement. Oui, ce n'est pas un investissement dans le Secours catholique, c'est le Secours catholique qui propose, en fonction de ce qui lui paraît être des investissements éthiques, des fonds. D'accord. Parce que c'est bien, comme oui, c'est une assurance vie, on investit dans des fonds qui répondent bien aux orientations que nous voyons à travers l'investissement socialement responsable et plus particulièrement l'investissement ESG. D'accord. Environnement, société et gouvernance. Donc l'idée, c'est que vous vous positionnez comme intermédiaire en disant voilà notre vision finalement des investissements socialement responsables. Oui. Voilà les fonds que nous on sélectionne. Oui, on a même une ambition un peu plus forte parce qu'on se dit que si on réussit, on montrera qu'on peut mobiliser une épargne qui est une épargne plus éthique, plus volontaire, plus volontariste, mais que le monde de la finance a intérêt à s'intéresser aussi à toute cette partie de gens qui peuvent avoir une épargne, qui n'ont pas envie de l'investir pour vraiment dégager de la rentabilité uniquement, mais de donner du sens à leur épargne. Et donc, il nous a semblé que dans notre responsabilité, à nous, Secours catholique, d'offrir des outils permettant à ces gens d'investir. Ce n'est pas nous qui allons en profiter, mais c'est les fonds qui vont investir dans des entreprises, notamment dans l'économie sociale et solidaire, qui ont besoin de fonds propres, qui ont besoin de prêts, qui ont besoin de fonds propres. Et donc, on a sélectionné 27 fonds qui vont faire partie de l'enveloppe de Kaori Vie, à l'intérieur de laquelle les épargnants choisiront
D'accord. les fonds dans lesquels ils veulent investir. Et alors, vous nous l'avez dit, effectivement, vous avez une grande expérience finalement dans l'investissement. Justement, ce monde de l'investissement depuis plusieurs années fait sa révolution ESG, si je puis le dire ainsi. Se mettent tous effectivement à investir dans du socialement responsable ou du durable. Qu'est-ce qui vous n'allez pas dans l'offre actuelle pour que le Secours catholique lance lui aussi son fonds, enfin en tout cas son contrat d'assurance vie? C'est pas que la question n'est pas de savoir ce qui n'existe pas. C'est de repérer ce qui existe de vraiment bien. D'accord. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Il nous fallait faire une sélection. On a eu 500 fonds. On en a sélectionné 27. Ce n'est pas que les autres sont mauvais, c'est que ces 27-là nous paraissent vraiment engagés plus particulièrement dans cette vision d'une économie plus... Nous disons une économie plus fraternelle. D'accord. Le sens précis, c'est de dire, ces fonds, on va leur demander de regarder à la fois ce que font les entreprises dans lesquelles elles investissent sur le plan de l'environnement, du traitement des personnes, et notamment des sous-traitants. Moi, dans mon métier, j'étais très attentif au traitement des sous-traitants. Parce qu'on peut être tout à fait sympathique, mais avoir des traitements de sous-traitants à qui on va serrer le kiki brutalement. Oui. Donc, le traitement des sous-traitants et la gouvernance de l'entreprise. Par exemple, des entreprises dans lesquelles les salariés ont été associés aux décisions, au conseil d'administration. Donc, on va plus loin. Et on a, si vous voulez, sur les critères ESG, on essaye vraiment de leur donner un contenu. Et dans la sélection des fonds, on a regardé tout ça. C'est des critères très qualitatifs. Alors, c'est vrai que certains fonds peuvent apparaître très, très ouverts. Bien sûr. Et ben, tous les 6 mois, on va regarder ce que ça donne. Moi, je vais présider le comité d'éthique de Kaorivi. Et tous les 6 mois, on regardera ce que deviennent les fonds. Et éventuellement, on en déréférencera certains. On en remettra d'autres. Ça va bouger. Et on sera très, très attentif à ce que vont nous dire les épargnants. Parce que le problème, c'est qu'ils vont faire partie d'une association. Les épargnants, d'accord. Les épargnants vont faire partie d'une association d'épargnants. Et c'est cette association qui va regarder ce que font les différents fonds en fonction des remontées des épargnants. D'accord, donc les épargnants, en fait, sont associés à la gestion du contrat d'assurance vie. Absolument. Ils vont faire partie de l'association Kaori qui leur recommandera tel ou tel fonds de Kaori Vie qui va être, lui, commercialisé par la ZAC FAPES. Alors, on va parler dans un instant, effectivement, des spécificités du contrat. Et vous n'êtes pas Enfin, il n'y a pas que le Secours catholique dans l'histoire. Il y a évidemment des partenaires qui accompagnent la création du contrat. Juste avant, le mot fraternel est revenu régulièrement. Alors, effectivement, nous, on parle d'investissement socialement responsable, on parle de durable. Alors, vous parlez de fraternel. Quelle est la différence? Mais le mot fraternité figure dans la devise républicaine. C'est vrai. Oui. Et donc, la grande différence, c'est que derrière le mot fraternel, c'est la notion de réciprocité. Et donc, quand on regarde la manière dont une entreprise est gérée, la question de la fraternité, c'est comment l'entreprise gère l'ensemble de ses parties prenantes. C'est pas nouveau, hein. L'entreprise à mission, c'est exactement la même chose. D'accord. Donc, on regardera attentivement ce que vont faire les entreprises qui décident d'être entreprises à mission. L'entreprise à mission, c'est ça, c'est une mission de réciprocité. Et la fraternité, c'est la réciprocité. J'apporte, tu m'apportes. Et c'est ça, ce que nous appelons, nous, la révolution fraternelle, c'est de mettre cette réciprocité dans l'ensemble de la population. Par exemple, aujourd'hui, quand on cherche un emploi, eh bien, il faut que la personne avec laquelle vous allez travailler, par exemple à Pôle emploi, puisse vous écouter. Bien sûr. La réciprocité, voilà, c'est ça l'enjeu. Et alors, si on regarde maintenant spécifiquement le contrat Kaori, donc ce sera un contrat d'assurance vie classique. Il y aura des rendements, on pourra choisir d'investir sur tel ou tel type d'allocation. Alors, on aura d'abord en unité de compte, parce que ça, on aura un compte en unité de compte, et puis on aura un compte en euros. D'accord. Bon, alors, en euros, ça ne pose pas trop de problème. C'est Generali qui proposera le compte en euros. D'accord, oui. Donc là, pour le coup, le compte en euros, si je caricature, c'est fraternel, entre guillemets, où là, il faut vérifier quand même... Voilà, exactement. Bon. Mais les unités de compte, on choisira dans un panel de 27 fonds existants, ceux pour lesquels on veut investir et à quel niveau. Alors, il y aura un niveau de risque fort et un niveau de risque modéré, comme dans tous les fonds. Ça, il n'y a pas de différence importante. Des sélections géographiques ou des sélections par secteur d'activité Non, c'est des sélections en fonction de leurs critères ESG. D'accord. Non, c'est vraiment en fonction. Alors, on aura des fonds solidaires, on aura des fonds qui sont uniquement des fonds quasiment français, des fonds très internationaux, mais à chaque fois, des caractéristiques ESG qui vont être précisées. D'accord, donc un fonctionnement de fonds d'une assurance vie classique. C'est une assurance vie classique. Ouvert à tous ou il y a Alors, c'est ouvert à tous, absolument à tous. Le montant minimum est de 500 €. Et en plus, nous avons des frais d'entrée qui vont être à 0. D'accord. Donc effectivement, on a... Il faut qu'on puisse sortir, et les frais de sortie et d'entrée à 0. Ben oui, il faut qu'on puisse très facilement entrer et sortir.
Parce que comme on est des fonds très engagés, il y a des gens qui disent bon, mais c'est bien gentil, mais là peut-être que le rendement est un petit peu inférieur. C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Voilà. Oui. Mais ils pourront sortir facilement et c'est pour ça qu'on a des frais d'entrée et de sortie qui vont être nuls. C'est intéressant. Alors, et du coup, et je reviens à ma question initiale, pourquoi le Secours catholique se lance dans une telle aventure? Puisqu'effectivement, on se dit c'est un fonctionnement très différent du fonctionnement d'une association ou de ce sur quoi on va attendre une association. Et là, si je comprends bien, ça ne va même pas servir à financer l'association, en fait. Ça, c'est notre rôle de plaidoyer. D'accord. C'est-à-dire que nous voulons démontrer qu'on peut avoir une finance plus fraternelle, une finance plus engagée, et que ça n'empêchera pas d'avoir du rendement. Mais ça permet aussi peut-être, mais c'est, je crois, beaucoup d'actualité, de se dire, cet argent est investi pourquoi? Pourquoi? D'accord. Se poser la question de ce dans quoi on investit concrètement. Okay. On revient. Et ça, c'est le fondement même du Secours catholique. Un bénévole du Secours catholique qui s'engage alors qu'il est bénévole parce qu'il veut donner du sens à sa vie. Eh bien là, on va dire donner du sens à votre argent et on vous garantit, nous, Secours catholique, qu'on vérifiera que ce sens est bien respecté. Et alors, si on élargit un petit peu, donc du coup, au-delà du contrat d'assurance vie Kaori, d'ailleurs, Kaori, c'est le don d'un arbre, hein, c'est ça? Oui, c'est un arbre néo-zélandais qui se met en réseau avec tous les autres arbres, tous les autres Kaori, et même si lui dessèche, ses racines continuent d'alimenter les autres arbres. D'accord. C'est un arbre fraternel. C'est un arbre fraternel. Rapidement, comment est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, cette volonté d'un certain nombre de fonds, d'un certain nombre d'établissements financiers de se lancer effectivement ou de continuer à aller vers de l'investissement durable, de l'investissement socialement responsable? C'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil ou on voit ça d'un très bon œil. Nous, notre idée, c'est de l'accompagner. Moi, je ne demande pas mieux qu'on ait plus de 27 fonds qui, un jour ou l'autre, viennent voir Kaori en disant « Attendez, moi, je suis vachement bien, je veux entrer dans votre panel, mais nous, on regardera avec nos critères et on les accueillera très volontiers. » Et ça vous est arrivé de devoir désélectionner des fonds labellisés, par exemple ISR, mais qui ne correspondent pas à votre vision fraternelle de l'investissement? Dans le Kaori actuel, non. Mais dans mon métier antérieur, oui, j'ai investi dans des fonds et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qu'ils avaient annoncé n'était pas exactement ce qui était réalisé et donc j'ai retiré. D'accord. Okay. Ah oui, non, ça c'est des choses que j'ai fait dans ma vie. Voilà, donc même quand on veut faire de l'ISR, effectivement, il faut être très précis, regarder effectivement à la loupe ce dans quoi on investit. Oui, mais nous, on va donner une très grande importance aux critères qualitatifs. D'accord. Et au fait qu'on tienne ses engagements antérieurs. Et c'est là que l'association d'épargnants est importante. Parce qu'on s'engage avec un certain nombre d'orientations, il faut que ces orientations soient maintenues. Et il faut les suivre dans le temps, et d'où le fait que chaque fois qu'on souscrira en fait à l'assurance vie, on rentrera automatiquement dans l'association. Oui, c'est ça, on entre automatiquement. Ça coûte 20 €. D'accord. Merci beaucoup François Soulage. Je rappelle que vous êtes ancien président du Secours catholique et membre du conseil d'administration de Kaori. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine concentré autour des thématiques qui concernent le crowdfunding actuellement. Ce crowdfunding en France qui a connu une année record en 2021, mais qui a surtout vu entrer en vigueur en fin d'année une réglementation européenne pas toujours très bien accueillie par le secteur français. On fait le point en plateau avec Gaëtan Pierret, journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif. Bonjour Gaëtan Pierret. Bonjour Nicolas. Et on fait le point également avec Caroline Lameau-Dupont, présidente du conseil d'administration d'Anaxago. Bonjour Caroline Lameau-Dupont. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine à tous les deux. On va commencer avec vous Caroline Lameau-Dupont. Je le disais, une très belle année 2021 dans le secteur du crowdfunding. On en a déjà parlé sur ce plateau. Comment ça s'est passé chez Anaxago, tout simplement? Vous avez vu également des montants plus élevés que les années précédentes et peut-être ce mode d'investissement continuer à se développer chez les investisseurs particuliers? Alors, tout à fait. Effectivement, l'année 2021 a été record puisqu'on a atteint presque le milliard de collectes pour les plateformes de crowdfunding en immobilier. Chez Anaxago, c'est une croissance qu'on a pu constater à partir de 2020 parce que l'année 2021 était excellente, 2020 a également été très bonne, contrairement aux attentes. D'accord. Ouais. En fait, ce confinement a permis aux gens de s'intéresser de plus en plus à leur argent, de considérer des classes d'actifs alternatives. Et donc, nos métiers ont vraiment connu une grosse croissance. Anaxago a fait 50% de croissance en 2020, 60% en 2021. D'accord. Donc, les montants sont de plus en plus élevés. Le crowdfunding immobilier trouve vraiment son public. Donc, les montants collectés prouvent qu'il y avait un besoin fort en termes de financement du côté des porteurs de projets et que de l'autre côté, il y avait de l'épargne à investir dans ces projets-là. De l'épargne disponible. On a tous vu les taux d'épargne exploser en 2020. Et en fait, le besoin aussi d'aller chercher de la performance, tout bêtement. Bien sûr, On est dans
on est aujourd'hui dans un monde de risques sans taux. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué d'aller chercher des placements qui rapportent un petit peu. Vous l'avez vu, sur le crowdfunding, c'est 9% de TRI annuel constaté. Alors, il y a forcément un risque. On ne va pas chercher 9% de TRI sans être sur une classe d'actifs risqués. Mais on est sur un produit hyper intéressant pour l'investisseur privé. Alors, donc 1,8 milliard d'euros collectés à peu près, près de 2 milliards du coup d'euros collectés sur 2021, plus 84% par rapport à 2020. On a presque doublé en termes de collecte sur le crowdfunding de manière générale. Vous nous l'avez dit avec beaucoup d'entrain, effectivement, ça marchait très bien. Et en fin d'année, une réglementation est arrivée, la réglementation européenne, donc de l'autorité européenne des marchés financiers. Et là, Gaëtan Pierret, c'est un peu la douche froide un peu pour le secteur. Oui, exactement, parce que le marché était lancé en très fort. Le marché avait une très très forte croissance, et là, tout d'un coup, l'Europe reverse la table, comme on peut dire. Le règlement, il change plusieurs règles. Alors déjà, ça change le statut pour les plateformes. Oui. Le but, c'est de pouvoir unifier le marché européen pour toutes les plateformes, de créer un passeport unique. Donc toutes les plateformes vont pouvoir investir partout en Europe et s'adresser à tout un marché. Sauf que c'est plutôt une bonne nouvelle en théorie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que le prix à payer pour ce passeport unique, il est quand même assez élevé. Donc disparition des statuts locaux. En France, il y en avait 2. Limitation de la collecte à 5 millions d'euros pour toutes les plateformes. Alors ça, c'est une harmonisation qui se fait plutôt par le bas, puisque nous, en France, on pouvait aller jusqu'à 8 millions d'euros. Mais par contre, dans les autres pays, les limites étaient beaucoup plus basses. Ça pouvait être 2 millions, ça pouvait être 1 million d'euros. Donc, c'est ça, parce que, alors juste avant de détailler les différents points, il faut bien préciser qu'en fait, cette réglementation européenne, donc du coup, c'est les mêmes règles pour tous les pays européens. Exactement. Et la démarche pour arriver à cette réglementation, ça a été de dire qu'est-ce qui se fait un petit peu dans les pays et qu'est-ce qui va arranger tout le monde. Et donc en fait, ce qui arrange tout le monde, on va le voir, arrange finalement personne, ou en tout cas pas le secteur français, c'est ça? Pas le secteur français, puisque la France faisait un peu office de bon élève jusqu'à présent. Elle faisait partie des pays qui avaient créé des statuts très tôt. Donc on en avait 2, nous, en France. À côté de ça, en Europe, il y avait d'autres pays qui traînaient plutôt des pieds. Et donc quand l'Europe a décidé de mettre tous les pays autour de la table, elle a dû trouver des compromis sur tous les points. Et donc, il y a une harmonisation qui s'est faite sur les différents points, notamment, comme je disais, la collecte, effectivement est un des points bloquants. Plafonné à 5 millions d'euros. Donc. Exactement. Par projet. Exactement, par projet. Il y a d'autres points noirs au tableau, si je puis dire. Je vois notamment... Alors, moi, je lisais que, par exemple, on avait supprimé le devoir de conseil des plateformes. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que généralement, c'est la première chose qu'on fait en France quand on parle d'investissement financier. On impose à ceux qui proposent un investissement financier de conseiller les épargnants. Là, pour le coup, on leur permet de ne plus le faire. Alors, c'est un sujet qui est encore un peu flou, et je pense que du coup, du côté d'Axago, on va pouvoir aussi apporter quelques éléments. En fait, ce qu'on me disait, c'est qu'en 2014, à la création des statuts en France, on avait imposé aux plateformes ce fameux devoir de conseil, mais en France uniquement. Là, avec le règlement européen, on supprime ce devoir de conseil, mais en même temps, on renforce la protection des investisseurs, des épargnants, en créant 2 catégories d'investisseurs, avertis et non avertis, en limitant les montants maximums qu'ils peuvent prêter. Donc, il y a cette espèce d'ambivalence qui est un petit peu bizarre. Et du côté de certaines plateformes, on est plutôt content du coup de ne plus avoir trop cette obligation. Mais comme ça fait déjà plusieurs années que les plateformes françaises l'ont mise en place, elles ne vont pas forcément revenir en arrière tout de suite. Donc, ce point est c'est un peu paradoxal du côté de l'Union européenne d'avoir voulu supprimer ce devoir de conseil. Caroline Lameau-Dupont, comment est-ce que vous voyez, vous, du coup, cette nouvelle réglementation? Parce que d'un côté, du coup, il est beaucoup plus simple d'aller sur tous les autres pays européens, et de l'autre, il est moins simple d'avoir son activité en France qu'en 2020 ou 2021. Je trouve que... C'est une réglementation qui part d'une bonne intention, effectivement, homogénéiser le crowdfunding au niveau européen. Malheureusement, ça tombe un petit peu à l'eau. L'abaissement des plafonds, ça a un premier impact, c'est que quand on va chercher, plus les montants sont importants, plus on va financer des entreprises matures, plus on dérisque le produit. D'accord. Donc, pour les investisseurs, passer de 8 millions à 5 millions, en fait, rien que ça, on va aller sur des choses un peu moins matures, et donc c'est dommage. Ça arrive souvent que les projets dépassent 5 millions d'euros, ça arrivait souvent en 2021 ? Très souvent. Chez Anaxago, ça arrivait souvent. D'accord. Ça arrive souvent parce que, comme toutes les plateformes, on en parlait juste avant, on s'est repositionné sur des produits cœur de ville, des opérations de marchand de biens, des emplacements prime, des opérations value-add, où on va vraiment faire... Donc les montants sont élevés, donc du coup les montants de collecte sont plus élevés aussi. Très élevés. Et ça permet effectivement d'aller sur des produits un petit peu moins risqués que ce qu'on faisait, que ce qu'on a pu faire au tout départ quand on allait chercher 500 000, 1 million d'euros pour un projet de promotion.
Moi, je trouve que sur la notion de conseil, j'ai toujours l'impression que cette notion de catégoriser les investisseurs, on est plus dans une infantilisation de l'investisseur que dans une notion de conseil, parce que tous les tests qui sont demandés dans le nouvel agrément, en fait, existent aujourd'hui chez les plateformes. Un client, il remplit un KYC. Oui, de toute façon, on doit remplir son profil de risque aujourd'hui en France, quel que soit le type d'investissement. Oui. Donc, c'est très, très inspiré, en fait, de ce qui se passe. Non, moi, je pense que vraiment, le statut est une régression pour le marché français et pour les investisseurs. Gaëtan Pierret, alors il y a une des réactions, vous avez écrit un long article sur le sujet dans la GFI Actif, une des réactions est finalement des plateformes de crowdfunding, et d'ailleurs pas que, du monde de la gestion de patrimoine de manière générale, c'est de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas des rapprochements à opérer avec des sociétés de gestion par exemple, qui pourraient permettre effectivement d'aller chercher d'autres types de projets ou de dépasser le montant des 5 millions d'euros ou autre d'ailleurs. Bah oui, tout à fait, effectivement, face à ce changement de règle, il y a un peu un système D qui est en train de s'opérer, ou du moins une accélération d'une tendance qui était déjà en cours, c'est le rapprochement entre les plateformes et le monde de la gestion d'actifs. Alors, il y a des plateformes qui s'affilient directement à une société de gestion. Il y a des plateformes qui créent leur propre société de gestion d'actifs, comme c'est le cas, par exemple, pour Anexago, pour Club Funding également. L'avantage, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ça leur permet de pouvoir contourner ce plafond de 5 millions d'euros, d'aller sur des collectes plus importantes. Parce qu'en s'affiliant avec... Toujours en faisant du crowdfunding. Toujours en faisant du crowdfunding. Mais parce que c'est plus la plateforme qui le fait, c'est la société de gestion. En fait, c'est qu'elles vont le faire ensemble. Par exemple, pour un projet ouvert sur une plateforme, le porteur de projet va pouvoir aller jusqu'à 5 millions d'euros sur la plateforme et en même temps, la société de gestion et la plateforme vont créer un fonds, un FPCF, un FPS ou un FPCR, qui va permettre de pouvoir compléter la plateforme, le montant qui est apporté sur la plateforme. Donc 5 millions d'euros plus X millions d'euros. Et donc ça permet de pouvoir combler le manque à venir. Donc si je comprends bien, en fait, tout part de cette limite de collecte à 5 millions d'euros. Finalement, les autres règles pour avoir le passeport européen ne sont pas si dramatiques pour les plateformes françaises, mais c'est vraiment cette limite de collecte en fait, qui pose problème, Caroline Lameau-Dupont. C'est la limite de collecte, c'est les besoins de structuration sur les opérations, c'est l'impossibilité d'être actionnaire du véhicule que vous proposez à l'investissement sur votre plateforme. Oui, c'est ça, parce que alors, on ne peut pas, les plateformes ne peuvent pas financer un porteur de projet si jamais celui-ci détient 20% du capital de la plateforme. Et on a vu effectivement des sociétés de gestion développer leur propre plateforme de crowdfunding pour aller financer leur propre projet. Donc ça n'est plus possible. Ça, les modèles sont terminés. C'est un peu problématique parce qu'il y a des plateformes qui se sont créées sur un modèle ouvert, donc elles pouvaient financer n'importe quel porteur de projet, mais il y en a d'autres qui ont créé leur plateforme de crowdfunding pour financer uniquement les projets venant d'un porteur. C'est le cas par exemple de Limo. C'était un promoteur immobilier qui a créé sa propre plateforme de crowdfunding pour financer uniquement ses projets. Et donc celle-ci, leur business model est un peu remis en question. Caroline Lameau-Dupont, Gaëtan Pierret vient de nous le dire. Donc du coup, l'objectif demain pour les plateformes et donc pour Anaxago, c'est d'avoir une société de gestion ou de s'affilier à une société de gestion ou de créer sa propre société de gestion. Alors c'est un mouvement que nous, on a initié en 2018. Anaxago a sa société de gestion, Anaxago Capital, depuis bientôt 4 ans. Parce qu'à ce moment-là, les plafonds étaient un peu moins élevés. Donc il y avait de toute façon ce sujet pour nous déjà de se positionner sur des entreprises plus matures et donc de compléter l'argent apporté par la plateforme. Donc oui, je pense que c'est une tendance qui va se généraliser. À l'époque, c'était pas évident d'obtenir un agrément société de gestion quand on s'adressait au retail, aux investisseurs privés. Je pense que l'AMF, qui je crois se pose aussi beaucoup de questions sur ce règlement européen, parce que beaucoup de choses n'avaient pas été précisées en temps et en heure. On a je crois, 6 mois de plus pour déposer nos dossiers. Je pense que l'AMF sera à l'écoute. Enfin, c'est un régulateur qui, historiquement, est très à l'écoute, parce qu'on a quand même en France régulé en 2014. Bien sûr, voilà, donc il va falloir qu'elle s'adapte effectivement à cette réglementation européenne, mais je pense qu'elle devait forcément faire partie aussi des parties prenantes de la réglementation européenne. Donc du coup, est-ce que, Caroline Lameau-Dupont, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais le monde du crowdfunding, c'est un monde qui est assez éclaté. On a plein de petites plateformes, certaines plateformes. Il y a déjà d'ailleurs, le passeport européen, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui combien de plateformes de crowdfunding françaises peuvent réellement en bénéficier, dans le sens ont vraiment un intérêt à aller plus facilement sur d'autres pays européens? Est-ce qu'on s'internationalise facilement quand on est une plateforme de crowdfunding française? Aujourd'hui, non. On le voit, il y en a une qui a réussi à le faire, et c'est October, ex-Lendix. Ils l'ont fait aussi parce que avec une vision internationale dès le début, dès le lancement de la plateforme et les financements qui allaient avec. Parce que c'est supposé d'aller chercher un agrément dans tous les pays où ils sont aujourd'hui présents. Moi, je considère que la profondeur de marché en France est suffisamment importante. C'est vrai que le coût de l'agrément
européen est devenu plus faible, mais en fait, les coûts de setup pour aller chercher de l'investisseur partout en Europe, en termes de communication, en termes de... ça va être colossal. Donc, moi, j'ai tendance à dire que c'est un nice to have. D'accord, oui. Mais ça va pas complètement changer la donne. Et pour autant, par contre, ça change les conditions d'exercice au niveau français. Et surtout quand même qu'on peut ajouter que dans l'immobilier, alors certes, effectivement, l'agrément, il permet de pouvoir aller partout, mais par contre, en immobilier, pour aller chercher les porteurs de projets, il faut quand même avoir une présence locale, c'est quand même plus facile. Oui, bien sûr, c'est sûr. Tissu, et donc, mine de rien, ça nécessite quand même des investissements pour pouvoir s'implanter localement. Et alors, donc, très rapidement, est-ce que, selon vous, ça peut amener à une concentration du secteur, le fait que des plateformes de crowdfunding doivent se rapprocher effectivement de sociétés de gestion, que la limite de 5 millions d'euros limite aussi le nombre de projets, ou en tout cas le montant des projets. On peut assister demain à une concentration dans le secteur, selon vous, Caroline Lamot-Dupont ? C'est une concentration qui s'est déjà amorcée. On a vu Omnity qui s'est rapproché de Tikeo, Fundimo qui s'est rapproché d'Atland. Donc c'est un mouvement qui est déjà en marche depuis un certain nombre d'années. Moi, la vraie question que je me posais, c'était les gros acteurs européens, britanniques, américains, qui commençaient à regarder un petit peu en France et qui avaient... britanniques non, mais d'autres vont pouvoir arriver plus facilement, oui. Voilà, et qui en fait n'auront plus besoin de se rapprocher d'acteurs français pour faire du business sur le territoire, et qui en fait vont juste pouvoir arriver en France. Donc on ouvre potentiellement le marché français, mais effectivement il est plus compliqué pour les acteurs français d'aller s'exporter. Dernière question rapidement, Gaëtan Pierret. On parle de sociétés de gestion, on parle d'investissement en direct avec des particuliers, et les conseillers en gestion de patrimoine dans tout ça. Ça avance. La part d'intermédiation il y a 2 ans était de 20%. Ça continue à progresser, mais plutôt à la marge. Il y a encore beaucoup de freins de la part des CGP quand même, essentiellement liés au produit en tant que tel. Pour eux, c'est un produit qui leur paraît risqué, c'est-à-dire qu'on investit dans un projet, donc le risque n'est pas du tout lissé. Il y a encore une méconnaissance du fonctionnement du crowdfunding, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, le montage juridique dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais un montage juridique pour tout ce qui est gestion de la dette. Il y a encore beaucoup de peur en cas de faillite des promoteurs. L'hypercroissance du secteur, finalement, peut aussi un peu effrayer les CGP qui se disent OK, il y a beaucoup de cash, mais par contre, est-ce que ça dégrade pas un peu la sélectivité des projets ? Moi, il y a certains acteurs qui me disent, franchement, là, c'est peut-être dans cette année, voire l'année prochaine, qu'on va commencer à avoir les conséquences de mauvais choix de plateforme d'il y a 2 ans, parce qu'il y a quand même de grands délais, alors surtout dans l'immobilier. Et alors pourtant, ça existe depuis longtemps quand même, le crowdfunding en France et le crowdfunding immobilier, mais ils attendent de voir finalement ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années d'accélération. Oui, parce qu'en fait, sur les projets immobiliers, on a une maturité de 12, 24 mois, 36 mois à peu près. Donc, il y a toujours un grand délai pour voir si oui ou non le projet était vraiment viable, parce qu'un taux de retard, ça peut quand même... un retard de projet, par contre, ça peut quand même beaucoup traîner. Et puis surtout, moi, je rajouterais peut-être aussi que le crowdfunding, ça se fait en direct. Donc, du coup, quel est le rôle du CGP ? Quelle serait sa place dans cet écosystème actuel ? Le crowdfunding, ça apporte la diversification à un portefeuille. Finalement, ça apporte 9% de rendement, donc c'est quand même pas rien. Alors, toujours en lien avec un risque, faut forcément le rappeler. Toujours en lien avec un risque, qui est quand même assez important. Et puis là, vu le contexte d'incertitude qu'on a aujourd'hui au niveau de l'inflation, au niveau de la remontée des taux, des problèmes aussi des constructeurs pour pouvoir construire, on se rend compte que dans les prochains mois, ça peut être peut-être un peu compliqué de se lancer sur ce secteur-là. Il y a quelques incertitudes. Merci beaucoup Gaëtan Pierret. Je rappelle que vous êtes journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif. Merci également Caroline Lamot-Dupont, présidente du conseil d'administration d'Anaxago. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur du crowdfunding en France et du coup sur le sol européen. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast.